Voyageurs, voyageuses, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième capsule de 50 nuances d'octet. C'est parti. D'être avec nous ce soir. Bienvenue sur notre stream, sur notre chaîne Twitch. Nous sommes évidemment très très contents de vous recevoir ce soir. Je suis Guillaume, votre présentateur pour cette sixième capsule de 50 nuances d'octet. Et juste avant qu'on commence, on a quelques petites annonces à vous faire. Alors évidemment, nous sommes au mois de décembre qui signifie fin de l'année. C'est aujourd'hui la dernière capsule qu'on va faire pour 2020. Donc, on a quand même un petit peu un petit peu d'émotion pour cette dernière capsule de l'année. Pour nous, voilà, c'était une année qui était quand même compliquée, pour organiser tout ça, mais on est quand même arrivé à organiser ça malgré toutes les contraintes, notamment liées au Covid. Donc, on est très, très content de pouvoir vous proposer ce contenu et vu que ça plaît bien, et qu'on a des très, très bons retours et que nous, ça nous fait kiffer à fond, et bien évidemment, il y aura des capsules pour l'année 2021 et normalement, on arrêtera la saison. La première saison se finira courant été 2021 et puis on verra après pour une saison 2, mais normalement, il y a pas trop, trop de soucis là-dessus. Au niveau des projets qu'on a avancés sur, 50 N O, on en a énormément, vous imaginez même pas la gueule de nos to-do list. On a des to-do list qui explosent, d'idées. Maintenant, on va en train de les réaliser petit à petit. On avait annoncé qu'on était en train de réaliser un site internet et maintenant on a enfin vraiment commencé, pour en faire quelque chose. Donc, vous retrouverez très, très bientôt notre site internet, quand il y aura plus la page, maintenance. Voilà. Et je pense que j'ai assez parlé comme ça, que je vous ai assez fait patienter avec, toutes ces longues minutes et du coup, ce soir, je reçois mon équipe. J'ai nommé Sébastien et Nicolas. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Comment vous allez? Ça va, ça va. Ça va et toi? Cette belle soirée de dimanche. Bah, ça va, super. Un petit peu fatigué ce soir, ça va se sentir un petit peu, mais il y a pas de souci. On est là pour proposer un stream de qualité et ce soir, évidemment, on a la chance, d'accueillir un nouveau contributeur chez nous. J'ai nommé Lucas. Bonsoir Lucas. Salut, Ça va? ça va très bien, écoute. Très enchanté de participer à cette émission. Super, ça fait plaisir qu'on accueille, des nouveaux contributeurs. Pas trop la pression pour ce soir? Non, non, ça va. Le monde du streaming est connu de mon côté, mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai jamais eu l'occasion de participer sur ce genre de sujet, donc c'est cool. Merci de l'invitation. OK, écoute, bienvenue dans l'équipe de 50 nuances d'Octane, ça nous fait très, très plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour tous les gens qui ne te connaissent pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas ici, je pense. Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est Lucas, j'ai 22 ans, j'ai un background IT, en passant donc par un BTS, un DUT et une licence informatique et maintenant je suis étudiant donc à l'INTBS et je travaille pour Orange en alternance, voilà. OK, super. Simple, rapide, précis, concis. On aime et du coup, évidemment, on va passer un petit peu au sommaire de cette émission juste avant de commencer. Donc de quoi vas-tu nous parler ce soir, Lucas? Eh bien, moi, je vais faire une petite, review, du malware Emotet pour ceux qui connaissent. C'est quelque chose qui est, vachement répandu, depuis, 2019-2020 et du coup, je trouvais intéressant de l'expliquer un petit peu plus en détail, voir, en quoi consistait, vraiment, ce malware et comment s'en protéger, comment réagir face à lui. Un super programme en perspective pour ce soir et j'ai entendu aussi comme quoi Sébastien aurait quelque chose, avec un jeu qui se passe dans un univers en 2077. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît, Sébastien? Oui, alors effectivement, ce soir, je vais vous faire une petite review Cyberpunk 2077. Donc sans spoil, bien évidemment, et sur PC, je précise bien évidemment. Je vais essayer de me tenir éloigné des polémiques des consoles. Et puis par la suite, je vous ferai un autre sujet. Donc ce sera Teams et le score de productivité. Super, on a vraiment que des sujets d'actualité et ça fait plaisir. Et moi, du coup, ce soir, je vous parlerai un petit peu de sécurité et des images Docker pour le plus grand plaisir de certains. Et en fin d'émission, on passera sur un sujet un petit peu plus, touchy, en rapport avec la CIA et des petites activités, secrètes en Suisse. C'est vraiment de l'espionnage, si je puis dire. Voilà. Écoutez, moi, je pense que c'est le moment vraiment de commencer. Je te laisse la parole, Sébastien, pour Cyberpunk 2077.
Alors, Cyberpunk, on ne le présente plus. Donc voilà, pour tout vous dire, donc, pour revenir un petit peu sur la review, donc ce sera sans spoil, sur PC. Au niveau des specs, pour mon CPU, j'ai un Ryzen 7 3700X de chez AMD. Et pour la carte, j'ai une RTX 3080. Donc voilà, ça permet quand même de faire tourner le jeu correctement. Donc après 25 heures de jeu sur Cyberpunk, je viens donner mon avis sur cette œuvre vidéoludique où l'on incarne V au travers de la ville de Night City. Et donc, trois factions s'offrent à nous. On a les corpos, les street kids, donc les enfants de la rue, et les nomades. Pour ma part, moi, j'ai choisi les nomades pour la simple et bonne raison, en fait, que j'avais envie de commencer dans le désert et puis arriver petit à petit vers la ville de Night City et me prendre en fait cette claque en fait tout simplement. Voilà, découvrir, le jeu, dans son ensemble. Je vais vous faire une petite liste donc, des pour et des contre parce qu'évidemment, rien n'est parfait dans ce jeu. Je vais commencer par les pour. Donc concrètement, on a des graphismes incroyables, donc avec une 3080 encore une fois. J'ai la chance d'avoir un PC très correct. La direction, scénaristique est, pour ma part, au top et l'histoire est très prenante. On a des personnages attachants et on a une ville, vivante avec une architecture vertigineuse. Pour les contres, voilà, alors c'est un jeu qui est gourmand en performance, bien évidemment. Quelques bugs mineurs qui vont de la désynchronisation des PNJ, donc ça peut donner des moments assez drôles. Et puis, j'ai eu, il me semble 3 crashs pour 25 heures de jeu, donc ça reste très correct. Donc si vous êtes frileux des bugs, attendez un petit peu, attendez quelques semaines, mois que CD Red Projekt, fasse, son travail, fixe un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Et puis, un dernier contre aussi, c'était, le fait que le jeu est pour l'instant, beaucoup plus jouable sur PC et aussi sur, console, nouvelle génération. Sans parler des anciennes générations qui font, actuellement polémique et qui ont fait perdre beaucoup d'argent à CD Red Projekt. Après donc pour la note, moi, que j'ai pu donner, day one du jeu, ce serait, voilà, un bon 14/20. J'ai pas vraiment de critères pour cette note, mais voilà, c'est une note globale pour l'instant. Après, elle pourra évoluer avec le temps, voilà tout. Et donc je laisse la parole à mon camarade Guillaume. Ouais, bah écoute, bon, je pense qu'on peut s'arrêter un petit peu sur Cyberpunk. Enfin, moi je sais que j'ai pris aussi le jeu et bah, je c'est l'univers, moi je l'ai trouvé vraiment incroyable. Franchement, l'univers je trouve qu'ils sont allés vraiment loin et ça fait plaisir de voir une œuvre en fait sur ces thématiques-là. Il y en a pas beaucoup qui traitent en fait de ces années-là, hein, tout simplement. Mais je trouve que la vision artistique est vraiment folle. Après bon, le jeu malheureusement manque un petit peu d'optimisation sur certaines plateformes et j'ai hâte de voir bah, voilà, ce que le studio va être capable de nous faire en fait, sur, comment il va évoluer et patcher le jeu. Parce qu'il y a encore quand même pas mal de bugs et tout, mais franchement l'univers est au top. Après Oui, de mon puis côté, enfin ouais? c'est vrai que c'est un univers qui revient un peu au goût du jour aujourd'hui. C'est un univers qui était un peu perdu dans le temps parce que ça existe, il me semble, depuis les années 60-70. Donc c'est un univers qui avait été exploité dans des livres, dans des œuvres cinématographiques. Et puis bon, bah là, ils se sont inspirés justement de tout ce qui fait l'univers cyberpunk pour nous sortir un jeu très sympa. Bah, c'est vrai, voilà, c'est un genre qui existe depuis longtemps, mais il y a pas beaucoup d'œuvres qui l'ont abordé, je trouve et enfin, notamment, surtout récemment, je parle, hein. Ça avait déjà été abordé il y a assez longtemps, mais c'est vrai que, voilà, ça fait plaisir de voir des jeux un peu plus modernes qui abordent ça et enfin, moi, la ville, j'ai trouvé incroyable, quoi. C'est une ville, mais qui regorge de détails, d'histoires, de trucs. Moi, quand je regarde le nombre de quêtes secondaires et tout, qui sont vachement bien scénarisées, pour le coup, c'est pas des trucs à la Watch Dogs où tu as des quêtes, répétitives, va chercher le chat. Si je reprenais l'expression de Sébastien, c'est va chercher le chat, dans le sur Dans le l'arbre, sur le ça su c'est les dans quêtes l'arbre. secondaires. C'est ça. Alors côté courant, la question que tout le monde se pose, expérience, à faire avec ou sans la censure de la nudité? On a un mode censure de la nudité? Je savais Oui, pas. oui, ils ont activé justement Alors, un mode justement pour, les streamers pour pas que les chaînes se fassent bannir. Parce que Oui. justement le réalisme du jeu a entraîné quelques problématiques, en particulier sur Twitch et du coup, ouais, il y a une option pour censurer la nudité et permettre à tout le monde de le streamer, sans souci. ah, pour le coup, j'aurais jamais cru justement que ça aurait posé problème parce que bon, bah effectivement, bon, ça reste un jeu vidéo hein, quand même. Et puis je pensais justement qu'ils. Mais là, du coup, c'est de façon automatique
qui se En font fait, ouais, pincer. dans les par oui, oui, c'est ça, tu as le bot Twitch et puis dans les paramètres, du coup, directement, tu peux venir censurer la nullité du jeu. Et moi, j'ai une question justement, puisque j'ai vu passer une actu là-dessus où il y aurait eu des bugs justement sur le jeu qui n'exploiteraient pas l'hyperthreading des processeurs AMD. Je sais pas si tu as vu passer l'info. Alors pour le coup, pas du tout, mais c'est vrai que bah, alors c'est fort probable. Moi, c'est vrai que j'ai activé, l'option, Game Boost, il me semble, pour AMD sur mon processeur et puis bon, bah, ça il me semble que ça réduit le nombre de cœurs pour prioriser, quelques cœurs en particulier et pour le coup, Game j'ai pas Boost, vu de grosse diff Game Boost, pour le jeu. logiquement, désactive l'hyperthreading, je crois, pour justement se concentrer sur les cœurs logiques, sur les cœurs physiques, pardon. Mais justement, ouais, j'ai vu passer pas mal de tickets sur le fait que bah, les cœurs logiques sont pas exploités par le jeu, ce qui fait que bah, tu as la moitié des performances, la moitié des capacités de ton processeur en fait, qui sont pas exploitées. Et du coup, il y a des hotfix qui sont passés, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ça soit côté éditeur, mais que ce soit plutôt côté communauté avec des trucs un petit peu sombres. Donc, Faut faire Et qui sont allés attention. trifouiller les fichiers du jeu, quoi. ouais, c'est C'est ça, un où tu peu. dois download et exécuter des trucs un peu sombres sur ton jeu. Donc, Mais c'est vrai que Ouais, pour le coup, j'ai pas vu de grosse diff, peut-être, entre 3 et 5 FPS en plus, quand j'ai activé l'option. Mais sinon non, j'ai pas eu trop de problèmes Mmh. vis-à-vis de ça, après je pense que oui, il y a peut-être des soucis. C'est vrai que j'ai vu aussi par rapport aux cartes graphiques AMD, il y avait des petits soucis, parce que du coup le DLSS, l'équivalent du DLSS pour AMD, est pas encore, bien Encore? intégré, il me semble, ou même pas du tout Mmh. pour le jeu. Et donc à l'avenir, il serait justement, mis en place, Ah, parce que sans DLSS, il pique, quoi, le jeu. Mmh. C'est Ouais, franchement, après, c'est dommage. Enfin, en termes de perf, il tire beaucoup, beaucoup et je suis un peu déçu de, voilà, ma 1070 Ti et mon Ryzen 7 2700X. Les 2 ils sont un peu, je sens qu'il y a un bottleneck quelque part. La carte graphique, elle est tout le temps à 100, ce qui est un peu désagréable. Alors que pourtant, j'ai baissé un maximum d'options, quoi. J'ai vraiment dû baisser un max de trucs et ça, c'est un peu dommage. Donc j'espère vraiment qu'avec les patchs, il y aura des optimisations, notamment quand on avait parlé tous les deux, Seb, tout à l'heure. Tu sais, le coup d'avoir, des entités qui se rentrent les unes dans les autres et qui font des Ah oui, totalement. collisions et du coup Bah, au niveau qui de la bouffent physique, des ouais, quand il y a des objets qui c'est s'entrechoquent, à ça. l'infini, bon, bah, c'est très gourmand en performance. C'est ça. Après, même j'ai l'impression que c'est maintenant la tendance des jeux, c'est d'avoir des grosses villes, très cosmopolites, enfin avec beaucoup de contenu en fait. Alors qu'avant tu avais les open world, mais tu vois, c'était beaucoup plus grand, en Mmh. termes d'espace et du coup tu avais beaucoup moins d'assets à charger en même temps. Si tu Oui. avais moins d'assets à charger en même temps, bah, c'était beaucoup plus simple quoi. C'est-à-dire que tu as Ah, en mémoire, tu as pas besoin d'avoir autant. Là, tu es obligé de process tout en même temps, plus toutes les IA qui deviennent, j'ai là, c'est l'impression que les vrai IA évoluent pas beaucoup, mais voilà quoi. là, c'est vrai que pour le coup, ils ont joué, bon, la ville elle est pas exceptionnellement grande, enfin, si, elle l'est en vrai, mais elle est, comme tu disais, moins étendue et elle est plus concentrée. Ils ont joué la concentration, et en fait, quand tu es dans des petits quartiers, il y a des moments où, bah, tu sais même plus où donner de la tête tellement il y a d'infos à la seconde, même quand on regarde la carte du jeu, bon, c'est très, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. mais C'est ça. tu sens qu'ils sont un peu précipités quand même sur la sortie, qu'ils ont pas voulu le reporter une seconde fois. Et Il du avait coup, ils l'ont déjà report 2 fois, hein. Oh, ils l'ont même c'était la 3 seconde. fois, 3 fois. 3 fois. Oui, ils l'ont déjà report 3 fois. Au bout d'un moment, ils étaient obligés de le sortir. Bah là, ils voulaient sortir, je Donc pense, bon. avant Noël, parce que s'ils le reportaient, ça aurait été un mois supplémentaire et du coup, ça aurait été début janvier, je pense, s'ils avaient dû le reporter. Et puis bon, bah, ça aurait mis à feu la communauté, évidemment. Et puis je pense qu'ils voulaient jouer la carte bon, les enfants vont l'avoir pour Noël, donc ça va potentiellement nous rapporter pas mal de sous, quoi. Comment tu dé enfin, un jeu sur 8 ans, bah, ça doit être un enfer. Parce que vu que les technologies, elles évoluent à une vitesse, je sais pas comment Ah les oui, non, types ça ils ont doit être fait. ultra compliqué. Après, ils ont leur propre moteur. Après, sur 8 ans de développement, je sais pas, je me demande est-ce qu'il y a pas enfin, avant de vraiment de passer au moment où ils codent et de ça, est-ce qu'ils ont pas pris au moins 1 an sur les 8 ans déjà de réflexion, d'imaginer le contenu, d'imaginer tout ce qu'il va falloir faire? Typiquement, voilà, avant de programmer, déjà, tu vas déjà préparer une bonne partie de l'architecture, tous ces trucs-là. Et je me dis, ils ont peut-être, avant vraiment de se jeter sur la technologie, ils ont peut-être déjà fait maturer le projet et après ils sont passés vraiment dans la phase où ils ont réalisé le truc et du coup les technos, ils avaient encore un peu de liberté sur les choix, quoi. Ça joue dans les points de vue des Scrum Master. Tu fais du modulaire. Franchement, ça je pense que ça va être enfin 8 ans sur un truc comme ça. En plus, ils ont vraiment voilà, le fait d'avoir repoussé 3 fois, au bout d'un moment, ils étaient obligés de le sortir donc ça a dû être, un peu compliqué, quoi, sur la fin.
Après, j'espère vraiment qu'il va avoir des optimisations parce que c'est dommage que le jeu demande vraiment quasiment les dernières cartes graphiques si tu veux en profiter un minimum, quoi. Ouais, et encore, par exemple, j'ai vu une vidéo avec un S-Elite 3090. Donc, pour donner une idée, la personne avait deux 3090 dans son PC. Et puis, bah, au final, le jeu, bon, alors, ok, il faisait tourner en 4K ultra, mais ça variait vachement entre 40, 60 FPS. C'était pas si ouf que ça, quoi. Pour 3000 euros de carte graphique, c'était pas terrible. Donc je pense que Ouais, oui, bah, après faut moi honnêtement, quand je regarde, comment ils ont fait justement avec, The Witcher 3, je pense que c'est des Red Project, justement, ils vont pas juste sortir le jeu et: «Allez salut!» Non, ils vont le peaufiner, c'est un diamant brut et puis bon, bah, ils vont nous le tailler petit à petit, comme ils ont pu faire pour The Witcher 3, quoi. c'est vrai que ça, en vrai, ils l'ont bien suivi, hein. C'est partie des jeux qui suivent plutôt bien donc d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, les DLC, c'est compris dans le prix du jeu ou ça a des Ah oui, DLC oui, ah mais annexes, non, bah, non, mais de toute façon, je pense que globalement, les DLC payants comme ça pouvait se faire à une certaine époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà, enfin, il y a très peu de jeux qui font ça et Mmh. quand tu regardes les gros jeux d'aujourd'hui, ils font plus du tout ça, quoi. Ils sortent le contenu gratuitement, mais par contre, à côté, ils te mettent une boutique avec du cosmétique à gogo. C'est ce qui Mmh. aujourd'hui est rentable, je pense. Ça vient de sortir, c'est toujours un poil merdique niveau optimisation. Bah, de toute façon, à partir du Oui, moment où aussi, tu ouais. sors un jeu maintenant, enfin, c'est triste à dire, mais voilà, quand on discutait avant en backstage avant l'émission, on était en mode, mais de toute façon, quand tu veux jouer, si tu veux vraiment profiter d'un vrai jeu correct et sympa à la sortie, enfin, quand le jeu sort, tu peux pas. Day One, tu sais très bien qu'en 2020, tu auras des jeux qui vont être mal optimisés, qui vont être buggés de partout. Enfin, c'est un enfer et Ouais, voilà, c'est faut dommage. vraiment pas être frileux. Faut vraiment pas être frileux des bugs. Si tu veux jouer à un jeu Day Zero, C'est Day ça, One, enfin bon, voilà, c'est faut, ça. faut accepter qu'il y aura des bugs, des freezes, des crashs, Mmh. potentiellement des corruptions de save même, mais bon, je pense pas qu'il y en a eu jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère pour ceux voilà, qui y jouent. C'est ça. Mais bon. Après le jeu, bon voilà, même malgré ses manques d'optimisation et tout, je pense que c'est pas le côté technique qui vraiment le met en avant le truc, c'est vraiment l'univers et le fait qu'il soit allé aussi loin, tu vois? Je pense que c'est vraiment ça et au final, moi, pour le peu de temps que j'ai fait, hein, j'ai dû faire, petite peut-être 6-7 heures de jeu, ce qui est pas non plus énorme. L'univers, je suis resté dedans, quoi. Genre, tu veux plus en décrocher. Tu qu'une envie, c'est découvrir tous les morceaux de la ville et faire: «Ah ouais, c'est trop stylé, ils sont pensés à faire ça, ils ont pensé à faire ça et tout». Moi, j'ai vraiment été happé par le truc, quoi. Oui, voilà, c'est autant attendre pour ceux qui sont patients, voilà, autant attendre 6 mois, voire un an, et puis bon, bah, ils seront beaucoup moins déçus quand ils l'auront entre les mains, quoi. Yes, yes, yes. Bon, je pense qu'on a déjà plutôt bien parlé de Cyberpunk. Là, ça commence à parler de cybersécurité dans le chat. Je sens qu'ils sont un petit peu Ils sont chauds là, ça impatients, parle ils de sont zéro impatients là. logon et tout. Ouais, vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors du coup, moi, je vais vous parler maintenant un petit peu de, Docker. Alors, pour petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense qu'en 2020, vous avez tous au moins entendu parler de Docker. Docker, c'est tout simplement un outil qui permet de faire des conteneurs. Donc, conteneur, l'objectif, c'est voilà, tu isoles, un logiciel avec, tout ce qu'il peut avoir besoin. Donc, typiquement, c'est une application Java, tu vas mettre la JVM dedans, enfin voilà, toutes ses dépendances et donc c'est le principe et ça permet, beaucoup, beaucoup de choses, notamment au niveau du cloud. Ça permet de pouvoir facilement déployer une application partout, bah, quand vous êtes plusieurs à développer par exemple, bah, voilà, tu en as un qui développe et puis, enfin, tout le monde développe en même temps et tu peux t'échanger facilement les fichiers Docker, sans que tu aies des problèmes en disant: «Ah bah, j'ai pas cette dépendance, ah pas machin», tout ça. Enfin voilà quoi, donc un super outil à la base, et qui est vulnérable à ce qu'on appelle une attaque par chaîne d'approvisionnement. Alors pour revenir un petit peu au début, je suis tombé sur cet article-là qui parlait du coup des images du Docker Hub. Donc Docker Hub, c'est quoi? C'est, un peu à l'image des repositories que tu vas trouver sur Debian ou sur les distributions Linux. C'est, voilà, un endroit sur lequel les gens peuvent publier des packages, enfin des images Docker, pardon et il se trouverait, que sur 4 millions d'images qu'ils aient scannées, il y en ait plus de la moitié qui auraient au moins une vulnérabilité critique. Donc c'est énorme. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça énorme. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en termes déjà de chiffres, voilà, ça plus de 50, plus de la moitié, au moins une vulnérabilité critique. Moi, je trouve ça énorme. C'est vrai que quand Heu, tu l'utilises au quotidien, si tu vas piocher un peu dans toutes les images que tu peux trouver et enfin, personnellement, quand j'ai un projet que je ne vais pas mettre en prod, je sais que je vais pas, venir m'embêter à build ma propre image, donc je vais chercher ce qui est déjà dispo sur la communauté. J'essaye en général de cibler ce qui est certifié, assermenté par la communauté.
Mais bah, c'est vrai que savoir que tu as une chance sur 2 quasi de tomber sur un truc vulnérable en allant chercher une image un peu perdue au fond de Docker Hub, ça fait un peu peur. C'est clair. Kubernetes, on en parlera un petit peu après si vous voulez sur Docker. Juste lire ça, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est l'intérêt des pirates, c'est de faire une attaque par chaîne d'approvisionnement. L'idée, c'est je contamine une image Docker qui va être, téléchargée par plein d'entreprises. Donc, plus elle est connue, plus elle est machin, plus si tu arrives à la contaminer, c'est jackpot parce qu'il y en a plein, tout le monde va l'utiliser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux quand tu crées ta propre image, tu peux te baser sur une image déjà existante. Et du coup, comment ça s'appelle? Et du coup, vu que tu peux te baser sur une image existante, bah, tu vas encore, revendre, rajouter une couche, une couche, une couche, une couche, un peu comme, une forme en oignon en fait. Il y a un système de couches que tu lors de la de lorsque les images, Docker sont créées. Et en fait, bah, à chaque fois que tu rajoutes une couche de ça, si, une de tes couches les plus hautes et bah, est contaminée, forcément ton image devient contaminée. Et c'est ce qu'on appelle une attaque par chaîne d'approvisionnement. C'est extrêmement, enfin répandu, extrêmement connu quoi. C'est quelque chose, qu'on peut retrouver notamment, pas que chez Docker. Bah, Docker, voilà, ils ont le Docker Hub, ça peut être dans les librairies JavaScript, avec npm par exemple. On peut retrouver, sinon, comment ça s'appelle? Sur Python, bah, avec le PyPy, enfin voilà quoi, il y a plein de répertoires comme ça qui sont soumis à ce genre de problématique-là. Alors je me souviens qu'il y avait, c'était il y a pas mal d'années, c'était un constructeur je crois de carte mère, ça devait être Asus, qui s'était fait pirater et en fait le serveur de mise à jour d'un logiciel qui était téléchargé par tous les PC Asus, je sais plus si c'était Asus ou une autre entreprise, mais c'était l'idée voilà, c'est le constructeur à carte mère qui met à jour les drivers, choses comme ça et en fait il téléchargeait, sur les serveurs officiels, sauf que vu que les serveurs officiels étaient contaminés par un malware, ils avaient empaqueté une charge malveillante et du coup, bah, toutes les personnes qui utilisaient, gentiment en se disant: «Bah, il y a pas de souci, de toute façon c'est fait par l'entreprise tout ça, enfin par une entreprise clean» et ben, au final se retrouvaient infectées, par des voies comme ça. Donc c'est ça l'attaque par chaîne d'approvisionnement et du coup, bah, c'est pour rappeler quelques petites pratiques de base sur Docker, notamment quand vous faites une image, en production, vous allez regarder ce que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous utilisez une image déjà toute faite, il faut aller ouvrir la recette et dès que vous ouvrez une nouvelle image, enfin dès que vous la mettez à jour, il faut aller regarder la recette. Tu pas vraiment le choix parce que, bah, voilà, c'est ta recette de cuisine, tu sais pas comment le mec a fait ça. S'il y a un mec qui s'est amusé à dire, «Eh ben, on va ajouter un petit module malveillant», on peut faire pas mal de conneries et ce qui est assez à la mode, notamment sur la chaîne d'approvisionnement, c'est tout ce qui va être crypto mining. Donc voilà, l'entreprise, elle est contente, elle déploie ses images Docker sur le cloud, sur AWS, c'est super, c'est génial et puis un jour, elle se rend compte que, bah, bizarrement, ces machines, consomment quand même beaucoup plus depuis qu'ils sont dans la version de l'image. En fait, ils se rendent compte que l'image qu'ils utilisent, qu'ils savaient pas vérifier, surtout au moment de la mise à jour et ben, elle est contaminée par un petit crypto miner qui mine, je sais pas, à 10-15-20 du processeur et qui leur pompe, des sous au final parce que, bah, ça consomme plus leur application et voilà. Alors ça, c'est l'attaque entre guillemets «gentille» parce qu'au pire, on perd un peu de puissance de calcul et un peu d'argent, mais ça peut aller jusqu'à, bah, piquer des données et là, ça fait mal. Donc du coup, voilà, ce qu'il faut faire attention sur ce Docker, déjà bien vérifier qu'est-ce qu'il y a au niveau des images. Faut faire attention, il faut se rappeler quand même que, le démon Docker, dans ce qu'exécute Docker, c'est du root. C'est exécuté en route, donc ça a beaucoup, beaucoup de droits, faire assez attention. J'aurais tendance limite à recommander, maintenant un outil qui s'appelle Podman, qui fait l'équivalent de Docker. Je pense que tu me suivras peut-être là-dessus, Lucas, mais le fait qu'il soit pas lui tourne pas en route et qui permet d'exécuter du contenu Docker, ça peut être assez intéressant. De toute façon, Heu, comme tu l'as dit, après, si tu as le temps de reverse ton image pour vérifier que tout est good, bah, autant prendre le temps de le faire. Après, c'est vrai que si, tu veux te dépêcher, tu as pas le temps de build une image et cetera, bah, fonctionner avec ce genre de solution, ça reste le plus recommandé, quoi. donc enfin voilà quoi, c'est pas utiliser n'importe quelle image. Maintenant il y a pas mal d'outils qui font de l'analyse statique. Donc typiquement, voilà, analyse statique, alors j'ai plus le nom de l'outil, j'ai le logo qui pop en tête, j'ai plus le nom de l'outil, mais en fait, il va analyser, le Dockerfile et il va commencer à regarder, chercher des patterns de trucs qu'il télécharge qui devraient pas, enfin ce genre de choses-là et du coup, ça peut être un renfort, surtout quand vous avez beaucoup d'images Docker. Si vous avez votre propre registry, ce qui peut se faire en entreprise, c'est d'avoir son propre registre en fait et d'avoir des outils comme ça qui vont scanner les images Docker. Du coup, voilà, le fait de les scanner, ça va permettre vraiment d'aider, on va dire, l'humain parce que l'humain n'est pas infaillible et si tu as une grosse quantité d'images, bah, ça va être compliqué de faire autrement. Donc tu as l'analyse statique,
Après voilà, 2-3 choses aussi, faire attention à créer un utilisateur spécifique, ne pas utiliser quand tu crées un conteneur Docker, tu es censé utiliser un utilisateur et pas, lancer, comme ça. Quand tu vois ta documentation interne, bah, il faut les reverse, hein, les images malheureusement. C'est comme si tu t'acceptais d'installer un logiciel, mais tu savais pas ce qu'il y avait dedans. Enfin, tu veux un logiciel open source, mais tu vas pas regarder ce qu'il y a dedans et tu es une entreprise, quoi. C'est 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 assez périlleux. Voilà, aussi faire attention à tout ce qui est surface d'attaque, donc éviter d'ouvrir des ports qui sont inutiles, éviter de donc voilà, si vous avez une image et que vous avez des ports inutiles, faut pas les ouvrir. On va retrouver aussi des choses au niveau de, si vous faites des montages, des choses comme ça entre conteneurs, choses comme ça, faut faire très attention. La communication interconteneur, c'est aussi un vecteur d'attaque, donc voilà, faut être vraiment vigilant sur ce qu'on prend et la première «défense» entre guillemets, c'est prenez pas des images de merde. C'est ça et voilà, là, c'était vraiment sous forme de chiffres, donc je vous invite à regarder, l'article. D'ailleurs, est-ce que Nicolas, notre super régisseur, pourra envoyer l'article sur le stream, s'il te plaît? Et voilà, je vous invite à lire un petit peu. Ça c'est pas mal de statistiques, mais ça permet vraiment de se rendre compte comme quoi il y a un nombre, extrêmement important de vulnérabilités qui circulent. Et par contre, du C'est coup, la question que je me posais, Guillaume, tu disais, il y a un outil justement qui permet d'analyser entre guillemets ouais, l'image Docker, c'est pas Div, il me semble, de Wa Goodman sur heu GitHub. Attends, je te l'envoie, c'est une entreprise, je veux bien que tu me l'envoies. Non, c'est une entreprise qui fait parce que je ça, vois un c'est outil. payant. C'est une entreprise qui fait ça, c'est payant et ça ressemble à une espèce de petit chien et je crois que c'est en 4 lettres avec STY, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Enfin, c'est un outil voilà qui scanne, je sais plus le nom exactement, mais il y en a pas mal. Merci Nicolas pour le lien. Bah, qui prend des images de merde, beaucoup de monde. Si tu vois malheureusement quand tu vois le nombre d'images toutes pourries, vu que c'est communautaire, on peut faire pas mal de choses. C'est comme ton Linux mais qui est avoir une taille. Bah, après ton Linux, tu censé avoir, entre gui enfin, hem ton Linux, tu es censé avoir une fondation typiquement qui va gérer le projet. Par exemple, Debian, tu as la fondation Debian derrière. Donc eux sont garants de ta sécurité d'une certaine façon, tu acceptes. Docker, la plupart des gens qui prennent des images qui sont non certifiées par la communauté, ben, tu aucune garantie, quoi. La communauté, enfin, de la Docker Foundation n'a pas le temps d'aller vérifier toutes les images qui sont upload sur Docker Hub. Tu en as tellement qui sont Bah, ouais. ajoutées à la journée que s'ils commencent à reverse toutes les images qui sont upload, elles ont pas fini. Ouais, bah, il y en a c'est ça. Après, tu sais, c'est Ouais, comme, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. ça va être comme, Google Play. Par exemple, Google Play, quand ils distribuent des applications, bah, ils scannent, ils ont un système de bac à sable qui permet de lancer l'application et de la tester et de vérifier comme quoi il y a pas de virus dedans. Ils savent que c'est des vecteurs d'infection, très, très forts et du coup, ils essaient d'éviter un peu tout ça, quoi. En limitant, enfin, en essayant eux de limiter à la source. Après, voilà, la plus grosse des précautions de toute façon, c'est d'aller vérifier soi-même. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait parlé je pense que ce sera peut-être plus pour toi Lucas parce que, de Kubernetes Tout- Kubernetes qui J'ai commence à vu mettre des le avertissements sur le ouais. runtime Docker. Bah, en fait, justement, Kubernetes bah, est sorti sur sa nouvelle version et justement, en fait, ils sont en train de remettre en question, les usages du runtime Docker. Donc en fait, quand Kubernetes s'est implanté, on va dire, sur le marché, il y avait peu, on va dire, de technologies de containerisation, et ils se sont basés, en fait, sur la solution la plus exploitée pour baser leur runtime dessus. Donc en fait, ils ont pris Docker, ils ont vu que tout le monde, enfin, ouais, une grande partie du marché exploitait Docker. Ils se sont dit: «Bon, on va faire au plus simple, on va prendre leur runtime et on va l'intégrer, en fait, dans notre technologie». Quand on parle Docker, en fait, c'est pas, c'est une pile d'applications, en fait. Il y a différents modules et eux, en fait, se sont servis simplement du runtime pour build, Kubernetes. Mais en fait, on va dire que maintenant, ils sont tellement big sur le marché qu'ils sont un peu obligés de se libérer de ce genre de chaîne. Moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé sur Kubernetes, donc là, je suis totalement à jour, mais en fait, quand j'ai travaillé dessus, tu avais le choix d'exploiter différentes technologies. Tu avais du Docker, tu avais du Rocket et tu avais d'autres technologies de containerisation qui étaient moins répandues. Mais le point fort de Kubernetes, c'était que tu pouvais exploiter n'importe quelle technologie de containerisation. Lui, vraiment, il utilisait le runtime de Docker, et ce qui fait que n'importe quelle image que tu lui filais, de n'importe quelle euh, technologie, il pouvait s'en sortir et puis il pouvait fonctionner correctement. Maintenant, le runtime de Docker,
et ils sont en train de se dire que ils peuvent peut-être faire mieux, ils peuvent faire quelque chose d'encore plus versatile, et toujours dans le but d'exploiter la grande majorité des technologies. Tu peux venir faire exploiter Kubernetes pour faire des solutions multi-technologies de containerisation, comme on voit du multi-cloud. On aurait là maintenant du multi-container avec des technologies qui sont diverses en fonction de la plateforme sur laquelle tu veux les déployer. Après, en fonction de tes besoins, tu peux venir jouer sur différents critères. Mais voilà pourquoi ils sont en train de se détacher de ce runtime. Mais en soi, ça va rien changer pour les utilisateurs. C'est pas parce qu'ils changent le runtime que tout va s'effondrer. Le runtime, il va toujours être compatible avec les images et avec les images en fait Docker, Docker Hub, etc. qu'on utilise. Et ce qui fait que pour un utilisateur lambda, le changement de runtime, il va juste avoir un avertissement en disant voilà, on fonctionne plus avec le runtime Docker, mais derrière, les fonctionnalités vont rester sensiblement similaires, et ça va rien changer en termes de fonctionnalité pour un client final. Donc c'est pas la fin de Docker. Enfin Non, la fin des images, Docker, quoi. totalement pas. C'est justement, comme on l'a vu, les runtime, Docker est tellement implanté sur le marché que tout le monde en fait vient réutiliser les images sur les côtés. Euh, Là justement récemment, j'ai travaillé sur de la containerisation from scratch où en fait, tu te libères de toute technologie, que ce soit Docker, Rocket, etc. Et en fait, même lorsque tu fais de la containerisation from scratch, tu peux utiliser des images Docker pour build en fait un système de fichiers natif à ton OS. Et en fait, le plus simple, au lieu de créer un système de fichiers au-dessus de ton système root, on va dire, qui fait tourner ta machine, le plus simple, en fait, c'est de venir décompiler une image Docker pour avoir un système de fichiers fonctionnel et léger. Et c'est plus rapide de télécharger une image, de la décompiler, garder le système de fichiers, que recréer un système de fichiers depuis ton système avec des commandes mkdir, cp, et en venant faire des copies et des montages de tes applicatifs et de tes exécutables. Donc, Docker, c'est loin d'être fini juste parce que le runtime de Kubernetes est en train d'évoluer. Bon, bah, j'espère que ça répond à ta question. Alors je sais plus qui c'est qui avait posé la question un peu plus haut. Ouais, j'ai Heu, Bah, voilà. Donc vous inquiétez pas, ça va pas mourir. C'était surtout des grosses annonces, quoi, mais pour dire qu'ils changeaient de techno, mais bon, si tant qu'on peut encore utiliser les images, c'est pas trop grave. Voilà, bah, c'était un petit sujet, je suis pas trop rentré dans les détails de Docker et tout. Il y a pas mal de choses à savoir sur comment créer des conteneurs, fiables. Là, c'est plus pour mettre en garde sur, le fait de pas utiliser des images vérolées, quoi. Mais, il y a pas mal de choses, au niveau il y a pas mal de bonnes pratiques, on va dire, dans les images Docker, qu'il faut respecter, et ça s'apprend pas sur le tas, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour faire des belles images toutes propres. Tout simplement, moi je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Donc Lucas, est-ce que tu serais chaud pour nous parler d'un petit peu du fameux Emotet? carrément. Hop, j'ouvre de mon côté aussi le petit sujet. J'attends que notre régisseur mette ça en full screen de son côté. J'ai sorti le meilleur PDF cet après-midi. C'est good. Magnifique. Parfait. Même la Euh, date, c'est trop ouf. et oui, tu as vu, j'ai fait ça de manière pro, hein, j'ai mis la petite date et tout. Ok, du coup, moi je vais vous parler un petit peu des mots-têtes. J'ai fait 5-6 slides pour essayer d'illustrer mes propos de manière efficace. Donc Emotet, on va le voir, c'est quelque chose qui a un impact assez important dans le monde, dans l'entreprise et aussi chez les particuliers, parce qu'il touche vraiment tout le monde. Si tu peux passer à la deuxième slide, s'il te plaît. Alors, tout d'abord, je vais remettre le contexte en place pour ce qui est d'Emotet. Alors en fait, Emotet, on le connaît depuis très très longtemps. On va le voir juste ensuite sur les slides qui vont suivre. On le connaît depuis 2014, mais on a vécu un contexte de résurgence assez impressionnant là, sur le second semestre 2020, pardon. Et pour les raisons que l'on connaît, c'est-à-dire la crise sanitaire en fait qui a touché une grande majorité des pays et qui a entraîné un télétravail global pour la quasi-totalité des domaines, hein, que ce soit des secrétariats ou donc nous dans notre cas on a des domaines
peuvent fonctionner assez facilement, on va dire, en télétravail. Et jusque-là, on avait même déjà des journées de télétravail qui étaient prévues. Donc, on va dire que la migration vers le télétravail, elle a été assez simple. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'y étaient pas préparées et qui ont un peu bricolé un système, on va dire, de télétravail un peu à l'arrache. Moi, je vois dans mon entourage des personnes qui télétravaillent avec de la prise de contrôle à distance de leur bureau via du web. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Et donc, cette crise sanitaire, elle a entraîné on va dire, une augmentation de l'échange de mails. Alors que certains services, on va dire, pouvaient échanger en physique, dans leurs entreprises, bah, là, ils se sont retrouvés à vraiment tout échanger par mail et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un volume de mails extrêmement important. Donc bah, ça, on va dire que les organisations criminelles, elles ont pas mis longtemps à s'en rendre compte et du coup, elles ont, produit de larges campagnes de phishing. Que ça soit phishing ou spear phishing, ça a été extrêmement efficace parce que bah, volume de mails et télétravail, bah, ça n'a pas fait bon ménage. Les gens, ça a été beaucoup moins, on va dire, faisaient beaucoup moins attention sur ce qu'ils ouvraient. Et donc, ça a entraîné une résurgence énorme, une introduction massive du malware, que ça soit donc chez les entreprises et aussi chez les particuliers, hein, parce que bah, les personnes avaient utilisé aussi bien des PC, on va dire pro, qu'ils ramenaient chez eux, aussi bien leur PC perso. Donc, on va dire que Emotet a été réintroduit comme ça super facilement, comme on le voit sur le petit graphe que j'ai mis en dessous. Donc là, c'est de 2017 à aujourd'hui. Donc on verra ensuite qu'il date de bien avant ça. Mais donc on voit que là, à partir de juillet 2020, on a une explosion de la recherche parce que bah, il fait énormément parler de lui. Et donc, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Heu, voilà, donc on se rend compte que, justement la vague, Emotet, elle est énorme. Là, j'ai pris rapidement Google Actualité et puis j'ai sorti tout ce qui est en rapport avec Emotet. Donc on voit, de nombreux sujets. Celui qui m'a fait moi le plus tilter, c'est surtout, celui de la victime, de l'hôpital allemand qui a été victime en fait d'Emotet et qui a entraîné en fait le décès d'une patiente. Donc l'entièreté du système d'information de l'hôpital a été chiffrée et verrouillée. Et donc il y a une personne qui est décédée parce que bah, les médecins n'ont pas pu réagir avec leurs outils. Ils n'avaient pas les outils sous la main, on va dire. Ils étaient limités dans leur mouvement. Et donc on va dire, une personne décédée à cause des motettes, hein, donc c'est l'une des premières fois qu'on rencontre ce genre de cas. Et donc pour suivre, voilà, on voit qu'il y a énormément de mouvements autour de ce sujet-là. Donc si tu veux passer à la slide suivante, donc pour faire un petit peu l'historique du virus et ce qu'il est en lui-même. Donc Emotet, c'est un malware donc, qui prend la forme d'un trojan, donc un cheval de Troie, qui est impliqué donc dans plusieurs opérations cybercriminelles. On le connaît depuis 2014. En 2014, en fait, on le connaissait sous la forme de Draidex. Un Draidex, c'est un banking trojan. C'est un cheval de Troie qui vient voler les identifiants bancaires sur les machines des victimes. Mais il est encore actif aujourd'hui et il a évolué justement donc, entre 2014 et aujourd'hui pour devenir ce qui s'appelle un loader. Un loader, en fait, c'est un chargeur en français. C'est, on va dire, pour faire simple, une backdoor qui va permettre euh, par la suite de charger des payloads à distance. Donc via du command and control, on le verra juste ensuite dans les chaînes d'exécution. Et en fait, bah, Emotet, il est maintenant la menace la plus répandue en 2019 et également en 2020. Donc comment il fonctionne? C'est vraiment un fonctionnement assez simple, hein. Son vecteur d'attaque, c'est les mails. Il propage des pièces jointes infectées via, donc soit directement par mail, soit par des liens donc, qui vont rediriger vers des sites web. La plupart du temps, c'est des WordPress qui ont été piratés et qui servent d'hébergeurs en fait, de fichiers Office. Donc en fait, c'est des fichiers Word, Excel, etc. avec des macros tout simplement. Donc la victime, une fois qu'elle a téléchargé la pièce et qu'elle a activé les macros, bah, tu as une suite de commandes PowerShell qui s'exécutent et qui permettent l'implantation des motettes sur la machine.
Donc aujourd'hui, il est détecté massivement, justement, donc sur la forme de mails infectés et ensuite il se répand, en fait, sur le réseau, on va le voir juste ensuite. Pour faire un petit point, la menace qui est la plus utilisée, dans le cybercrime as a service, tout simplement parce que, une fois qu'elle est implantée, les utilisateurs ne le ressentent pas tout de suite. Elle va vraiment se poser sur la machine et ensuite elle va attendre, qu'une autre organisation achète l'accès pour pouvoir, charger des payloads qui là vraiment vont, venir, charger des ransomware qui vont vraiment, eux, faire mal aux entreprises. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. OK, très bien, merci. Là, on a un petit schéma que j'ai trouvé vraiment bien illustré, sur, le fonctionnement global des motets. Donc on voit que le vecteur d'attaque, c'est, le mail, l'email malicieux, qui va permettre de s'exécuter, on va dire, sur une machine victime. Il est en vente ce malware ou c'est un total privé? Alors, le malware lui-même, tu le trouves pas. Par contre, tu peux y trouver des accès, si tu sais où chercher, tu peux trouver les accès, qui mènent à des machines victimes. Donc une fois que le fichier s'exécute, il va, avoir, plusieurs, on va dire, il va exécuter plusieurs tâches. Tout d'abord, il va se déployer, dans les services de la machine et va s'inscrire dans les registres Windows pour vraiment s'implanter profondément, on va dire, dans le système d'exploitation et ne pas pouvoir être retiré, facilement. On voit, qu'il va s'implanter dans Système 32 et cetera. Évidemment, il n'est pas détecté par nos chers antivirus qu'on connaît parce que, bah, polymorphisme et cetera, on peut pas le maîtriser grâce à cette solution-là. Et ensuite, donc il va essayer de se répandre horizontalement sur le réseau, que ça soit donc avec du brute force sur des lecteurs réseau, donc ça peut être des NAS et cetera. Et également, il utilise le client mail de la machine, s'il est configuré, pour se réenvoyer de même, à tous les contacts, en fait, de la boîte mail. Ce qui fait que justement, dans le contexte de la crise sanitaire et bah, tu as Virginie de la compta qui va le télécharger et ensuite, bah, bizarrement, toute l'entreprise va recevoir un mail de Virginie de la compta et va se dire: «Bon, bah, c'est important, ça vient de la compta, allez, on clique» et ça se répand comme ça extrêmement rapidement, comme par une ruée de poudre et hem et aussi, on a vu des cas où, je l'ai vu tout à l'heure passer dans le chat, où, il va exploiter en fait des failles connues, des systèmes d'information. On peut voir, du zéro logon ou des failles, sur, le Remote Desktop Protocol pour venir s'implanter sur d'autres machines. Et enfin, pour ne pas oublier ses origines, il y a toujours un petit module de Dridex, hein, pour ceux qui l'implantent, où il va venir, voler, les identifiants qui sont présents donc, dans les, fichiers mots de passe. Vous savez, quand on fait enregistrer mon identifiant sur votre navigateur et bah, lui, il va venir voler ces petits fichiers-là et puis, il va essayer de vous dérober vos identifiants bancaires pour se faire un peu plus d'argent. Les bonnes pratiques, donc maintenant contre Emotet, hein, comme je l'ai mis, c'est sensibiliser au phishing et à l'activation des macros parce que c'est le vecteur essentiel, de son implantation. Si on fait un petit peu attention, on peut limiter, largement heu, son son apparition dans nos réseaux et surtout, c'est d'user de la détection de signaux faibles. Comme on l'a vu, vu qu'il utilise du polymorphisme, un antivirus classique va rien pouvoir faire contre lui. Par contre, comme je l'ai cité juste avant, on sait qu'il va s'implanter et qu'il va attendre, des ordres par le command and control. Donc en gros, une fois qu'il est implanté, il attend des ordres, il attend que l'accès soit revendu à d'autres organisations, pour que les autres organisations, bah, elles viennent implanter, leur ransomware, on va dire, en général. Mais quand l'entreprise va prendre quand l'organisation va prendre le contrôle justement sur cet accès, eh ben, elle va venir charger des payloads qui sont en général des scripts PowerShell et c'est justement sur ce genre d'activité qu'on va pouvoir détecter la présence des motets. C'est justement ça la détection de signaux faibles, c'est se rendre compte que sur une machine, il y a des processus qui viennent, faire des appels sur des serveurs
qui ne sont pas connus, qui ne sont pas sollicités. Et c'est justement grâce à ces activités un petit peu en fond de tâche qu'on va pouvoir se rendre compte que cette machine elle est infectée. Et, pour aider à cela, il y a des larges listes d'IP qui sont justement, on va dire, malveillantes, comme des sites WordPress hackés, et cetera. Et donc ça, c'est des indices de compromission et c'est ce qui va nous permettre, de détecter que, l'activité sur cette machine-là, elle est vraiment pas normale. Et quand on détecte ça, bah, tout de suite, on déconnecte la machine du réseau et on la réinstalle totalement, hein. On n'essaye pas de faire, des coups de cleaner, je ne sais quoi. Comme on l'a vu, ça implante vraiment au fin fond des services Windows et des registries. On vient totalement écraser le système d'exploitation en place. On ne cherche pas à sauver des fichiers ou quoi. Voilà, c'est soit ça, soit on perd tout le SI. Donc, on écrase tout, on reprend la machine à zéro. Et surtout, bah, on surveille encore plus les autres machines parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il a pu déjà s'implanter latéralement sur notre système. Donc on fait super attention. Et donc voilà, si tu peux passer à la slide suivante. C'est good, merci beaucoup. Du coup, voilà, moi j'ai terminé sur cette petite présentation. Je pense qu'on vous la donnera, on pourra vous la transmettre, je ne sais par quel lien, mais comme ça, vous l'aurez si ça intéresse d'autres personnes, en particulier pour la dernière slide où j'ai repris toutes les sources que j'ai exploitées pour comprendre le sujet. Il y en a des vraiment très intéressantes, en particulier celle de SentinelOne et de Palo Alto, qui sont des grands acteurs dans le domaine de la sécu. Donc là, les deux premiers liens qui seront vraiment très intéressants pour ceux qui veulent se plonger en profondeur sur la détection de signaux faibles et sur, on va dire, tout le processus qu'Emotet exploite pour s'installer. Il y a vraiment des super schémas, en particulier chez SentinelOne, pardon, pour comprendre ce qu'il fait derrière et les scripts PowerShell, les appels au serveur, etc. C'est vraiment super bien détaillé. Étant donné que la menace est ultra répandue et ultra nocive pour les systèmes d'information, bah, il y a les grands acteurs qui tournent dessus et qui essayent de le reverse le plus possible et de comprendre son fonctionnement pour s'en protéger. Et donc, on trouve vraiment beaucoup d'informations là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi Voilà. j'ai une question. Ouais, Moi j'ai une question. ouais. Je me demandais, comment on appelle ça? Je me demandais, si tu disais, voilà, il faut tout réinstaller forcément, mais comment tu fais si c'est tes serveurs, qui contiennent tes données qui sont infectés? C'est-à-dire que Et tu peux bah, arriver à garder ou je sais pas, comment tu fais ça? là, c'est à toi de jouer un peu du pour et du contre. À quel moment tu l'as détecté? Si tu l'as détecté, on va dire, suffisamment tôt, tu peux peut-être espérer déconnecter tes serveurs du réseau et essayer de sauver tes données. Maintenant, si tu détectes au moment où tu vois que tu as de l'activité, en termes de téléchargement de scripts distants, là, tu peux te Ouais, dire que l'attaque, on va dire que vraiment, le moment chaud, il va arriver. Parce qu'en fait, Emotet en lui-même, il fait pas peur. Enfin, comment dire? Pas il fait pas peur, mais il fait pas mal. Il est là, il attend qu'on lui donne des ordres et qu'on lui dise quoi charger, en termes vraiment de charge utile et ce qui va vraiment frapper fort. Donc si tu le détectes avant qu'il commence à agir pour charger l'attaque, tu peux peut-être essayer de sauver tes fichiers. Par contre, si tu te rends compte que là, ça y est, il commence déjà à faire de l'exécution à distance, etc., bah là, il faut juste que tu sauves l'entièreté de ton SI parce que si tu attends un peu longtemps, bah là, tu tombes sur un Ryuk ou un Trickbot qui va tomber sur ton réseau et qui va venir chiffrer tout ton SI. Donc c'est à toi on va dire, de peser le pour et le contre, savoir si tu sauves quelques serveurs, si tu as le temps. Là-dessus, je pense que je suis pas assez qualifié pour te dire quoi faire, mais déjà, si tu arrives à le détecter, c'est un bon point. Si tu arrives ouais, à te rendre compte avant de l'attaque que tu as un truc qui pue, c'est déjà vraiment un bon point parce que, il y a des bah, il y a peu d'entreprises qui utilisent de la détection de signaux faibles parce que c'est des infrastructures, de monitoring qui sont assez complexes à déployer et par contre, quand tu as de la détection de signaux faibles, il faut savoir que tu as 99 des attaques Emotet qui sont, déjouées, hein, une fois que tu as de la détection de signaux faibles, vraiment Emotet a vraiment plus d'impact,
sur ton SI. Par contre, si tu as vraiment juste des antivirus et du monitoring classique, tu es, un petit peu, sous le feu des motettes assez facilement. Quid des systèmes de sauvegarde style rubrique EMC? Eh bien, J'utilise je ce ne connais truc-là. pas. Rubrique EMC, je ne connais pas. Ça dépend, si tu as, fait ta sauvegarde, si tu fais des sauvegardes, on va dire régulières, sur des serveurs qui sont, on va dire, dans un autre réseau. Enfin, je ne sais pas comment tu peux faire des sauvegardes sur des serveurs qui ne sont pas connectés, parce que vraiment le problème c'est qu'il va vraiment, en fait, on a vu que Emotet, entre l'implantation d'Emotet et l'attaque par ransomware, des fois, tu as plusieurs mois, tu as jusqu'à 6 mois qui se déroulent. Donc pendant 6 mois, tu as un truc qui se balade sur ton SI et qui essaye de rentrer sur toutes les machines sur lesquelles il peut. Il va utiliser du zéro logon, il va utiliser du brute force pour rentrer sur n'importe quelle machine qu'il peut, pour vraiment se répandre le plus possible. Donc, si tu as des serveurs de sauvegarde, c'est bien, mais s'ils sont aussi connectés sur le réseau et qui sont aussi, on va dire, heu, potentiellement attaquables et qu'ils peuvent être infectés par Emotet, bah, ça va pas changer grand-chose. Heu, donc, Moi, je me rappelle bien, si tu ça dépend de ton système de backup, si c'est des serveurs à toi et tu mets tout et c'est connecté à ton SI, bah, voilà, ça pue un peu. Mais si tu te retrouves, je sais pas, typiquement, tu as des providers, en fait, qui proposent, alors je sais plus, c'est une société russe, j'avais vu ça dans une ancienne entreprise dans laquelle j'ai été, qui utilisait notamment, voilà, une solution russe et en fait, bah, tu envoyais tout dans leur cloud, mais c'était juste des clients, en fait, que tu avais. C'était pas le SI qui est complètement connecté avec des tunnels VPN ou je sais pas quoi et dans ces cas-là, je pense que ça va parce que de toute façon, enfin, c'est que des backups de ton truc et tout, donc au pire, par contre, faut que tu fasses gaffe que tes backups soient pas infectés et qu'il y ait pas dans les enfin, ça dépend ce que tu gardes dans tes backups. si Mais tu viens faire des backups et parce que tu t'es pas rendu compte qu'Emotet était déjà présent dedans, bah, tu vas juste backup, quelque chose qui est infecté, donc ça va vraiment pas te sauver la vie. Après, de toute façon, dans un contexte de ransomware, si on part du principe, que, tu es attaqué par un ransomware, la solution c'est, justement d'avoir des bonnes backups et de pouvoir ne pas, subir la pression de la rançon. Mais pour combattre Emotet, la solution, avant même de faire de la backup et et de la sauvegarde de ton SI, c'est d'avoir de la détection de signaux faibles pour vraiment te rendre compte de ce qui se passe sur tes machines. mmh, effectivement, effectivement. Bon, écoutez, est-ce que Sébastien, Nicolas, vous avez des questions sur Emotet, vous? Parce que moi, je trouvais ça c'est Alors, moi assez j'avais une clair. petite question. Du coup, justement, tu disais, donc Emotet, il va chercher par tous les moyens à récupérer un maximum d'ordinateurs, de machines. Et il fait ça de façon automatisée, le brute force, l'exploitation de zéro logon. Totalement, là, ça ne découle vraiment pas du command and control, c'est vraiment prévu dans, le malware en lui-même. C'est qu'une fois qu'il est implanté, c'est par lui-même qu'il va essayer de se répandre, latéralement sur ton réseau. Le command and control, il rentre vraiment en ligne de compte quand, l'accès à Emotet a été revendu, puisque Emotet, c'est un loader et il attend juste que quelqu'un vienne lui dire: «Tiens, tu me charges ça sur les machines, tel PowerShell, tel script PowerShell» et lui, jusqu'à ce qu'une organisation vienne lui dire quoi faire, il se débrouille tout seul et il vient euh, se répandre le plus possible sur ton SI jusqu'à ce que le payload final arrive. C'est vraiment meurtrier, quoi. Ouais, totalement. Mm. C'est vraiment une saloperie, ce truc-là. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, Ouais, si vous voulez, Mexico. Nico, si tu as des questions, Ouais, je crois. c'était bien expliqué. Ouais, c'est du PowerShell, quid des machines sous Linux ou autre. Ah, Après, si tu reprends, on va dire les systèmes d'information, on va dire classiques, dans la grande majorité des petites et moyennes entreprises, la plupart des postes clients, des postes, oui, bah, des postes utilisateurs finaux dans la boîte, ça va être du Windows. C'est sûr que, comment dire, l'entièreté d'un système d'information ne va pas pouvoir être pris d'assaut par Emotet parce que la divergence on va dire, l'hétérogénéité des infrastructures fait qu'il va y avoir un moment donné où il peut se retrouver bloqué. Mais
on va dire que déjà tous les postes clients, ça va être du Windows. Heu, Bah, déjà tout ça, c'est là-dessus qu'il va rentrer en priorité parce que par les mails, par la voie des mails, c'est là-dessus qu'il va arriver et ensuite, bah, en général, même si moi je suis un grand fan de Linux et de toutes les solutions open source derrière, heu, on voit qu'une grande majorité des entreprises, des PME, bah, derrière c'est du Windows qui tourne et c'est justement la cible première des motettes. C'est très rare d'avoir des entreprises qui ont, un système entièrement sous Linux, hein. Enfin des systèmes où il y a très peu de Windows, hein. Les postes, clients sont très souvent sous Windows et des fois ils sont sous Windows et c'est pas forcément un AD qui est derrière, ça peut être un si je dis pas de bêtises, c'était quoi? C'est un LDAP tout ça? Tu dois pouvoir le Ouais, connecter c'est et ça, tout. mais en Et général, tu tu compliqué, hein. tu fais tu fonctionnes avec les 2 en fait, les 2 sont complémentaires en fonction de ton utilisation. J'ai pas mal vu de boîtes qui avaient les 2. Ils avaient un annuaire, LDAP et un annuaire AD et c'était pas exactement les mêmes annuaires, mais ça permettait des choses différentes et de se loguer sur des systèmes différents, donc c'était assez, polyvalent le fait d'avoir les 2 quoi. Enfin complémentaire pardon. Yes. Bon, bah, ça a l'air d'être une vraie saloperie donc ce qu'il faut en retenir c'est vérifier les signaux faibles quoi, C'est si j'ai bien ça. compris. Cliquez pas sur n'importe quel mail surtout, hein, sensibiliser les utilisateurs au phishing, spear phishing, hein, parce que, bah, c'est la porte d'entrée. Si déjà tes utilisateurs, ils savent, heu, discerner les gros, vraiment les mails qui sont un peu trop gros pour être vrais, parce que, bah, dans les campagnes il y a plusieurs campagnes de phishing, tu vas avoir des trucs vraiment, qui vont être très, généralistes, qui va vraiment essayer de cibler un maximum de monde, mais que ça va être, on va dire, assez peu pertinent. Déjà, si tes utilisateurs, ils savent se rendre compte que bon, bah ça, voilà, c'est pas pour moi, c'est vraiment un truc, c'est vraiment juste une merde qui se promène dans ma boîte mail. Bah ça, déjà, s'ils arrivent à l'éviter, c'est déjà un bon point. Et ensuite, bah pareil, les former au spear phishing parce que bah, pour des plus grosses boîtes, hein, on a vu en France en particulier la ville de Besançon carrément qui s'est fait avoir à cause des motettes, bah, là, c'est, des campagnes de spear phishing, donc avec, quelque chose de beaucoup plus ciblé, de beaucoup plus malveillant, et bah, une nouvelle fois, c'est tes utilisateurs qui vont le faire rentrer sur ton système, d'information, donc c'est vraiment eux, en particulier, qu'il faut venir, former, sensibiliser à ce genre d'attaque et enfin leur dire, bon et dans le pire des cas, ne jamais activer des macros sur vos fichiers. Enfin, tu reçois quelque chose, si tu as rien qu'un doute, tu viens pas activer les macros, même si c'est Séverine de la compta qui t'envoie un mail, tu sais pas si c'est pas déjà elle qui s'est fait avoir juste avant. Que vraiment les macros et la clé dans tout ça, c'est tes utilisateurs, à quel point tu vas les former, les sensibiliser, heu, à cette menace, quoi. Et derrière, si tu as un SOC qui te permet en plus de faire, de la détection de signaux faibles, bon, bah, alors là, c'est bon, tu es paré à toute C'est royal, éventualité. Tu es royal au royal. bar. Royal au bar. Après, il faut que les entreprises aient des SOC, hein. Je pense qu'il y a une bonne partie d'entreprises qui n'ont pas forcément de SOC. C'est pour ça que j'ai adapté ma présentation Heu, parce que derrière, sinon, je venais vendre des services. yes. Je n'ai jamais compris pourquoi les macros ne sont pas exécutés dans des ans virtuels. Bah, oui, mais va demander à Séverine de la compta, qui a un bac+2, en compta et qui n'a jamais fait d'informatique, heu bah, d'exécuter ces fichiers Excel dans un environnement virtuel. Tu vas dire: «OK, là, tu le charges, dans ta petite VM et ou à Microsoft de le faire». Bah, là, ouais, mais ça, heu, faut demander à Microsoft et ils ont déjà pas mal de ah oui, OK, je parle pas du c'est Micro ah oui, bah, oui. Tu as des confs Outlook qui font ça? Non. Alors, tu as des outils, Outlook, Office 365 en général, qui te permettent déjà de faire de la détection, heu, de phishing tout simplement, hein, qui va venir se baser sur des indices de compromission et qui va venir, même pas les placer en spam, hein, vraiment les dégager, totalement des boîtes de tes utilisateurs. Donc une nouvelle fois, si dans un mail, tu as, un lien qui vient pointer vers un site WordPress, piraté, bah, en fait, ce genre d'IP, en fait, est listé dans des data lakes et bah et ces outils-là, en fait, se basent sur,
les IP qui s'y trouvent et s'il voit que, dans un mail, il y a, un lien qui pointe vers une de ces IP-là et bah, automatiquement, ton mail, il va dégager et tes utilisateurs seront déjà, bah, on va dire que ça va écrémer le le plus gros des phishing, mais tu as toujours un pourcentage qui va pouvoir passer. Tu vas jamais avoir, une solution 100 100 fonctionnelle et qui va vraiment te permettre de dégager 100 de la menace, quoi. Donc au final, ce qui va rester, c'est ce qui est vraiment le plus affiné et c'est justement là-dessus qu'il faut que tu arrives à sensibiliser tes utilisateurs parce que c'est là-dessus que ça va vraiment piquer. C'est dangereux les macros, ces saloperies. Trop Pourquoi dangereux. on invente Mais oui, maintenant, Si Microsoft pouvait venir faire ça, ce serait incroyable. Mais déjà, si après Microsoft pouvait, régler pas mal de bugs de Windows, après c'est souvent bloqué, moi je trouve. Enfin, personnellement, quand je les ai vus en entreprise, à chaque fois c'était bloqué, tout ce qui était macro et tout. Tu as souvent le mode te seul et mettre en tout, mode voilà quoi. protégé. Il va t'ouvrir ton fichier en mode protégé, mais si dans ton mail, ils te disent: «Bah, voilà, est-ce que tu peux me rentrer, je sais pas, le nom d'un tel client?» À l'avenir, télécharger le truc, faire activer les modifications pour pouvoir entrer, le nom du client, sauvegarder et renvoyer et c'est au moment où elle va activer en fait, la modification. Elle désactive la lecture seule et c'est à ce moment-là que les macros s'exécutent sur la machine. Ouais, ça, Bref, bah, là, ça c'est trouver un moyen de faire baisser la garde en fait, hein. ouais, Les moteurs bref, de polymorphisme, bah, bah ouais. oui, parce que du coup, les antivirus sont totalement inutiles, hein, tu as du polymorphisme derrière, tout ce qui va permettre Heu, de te protéger contre ça, bah, c'est un SOC et un SOC, bah, n'importe qui ne peut pas en avoir un. Après ça dépend quoi, comme antivirus, hein, maintenant. Genre je connais pas vraiment exactement comment marchent maintenant vraiment les nouveaux antivirus et je sais qu'il y a pas mal de choses avec de l'IA, des choses comme ça maintenant. Mais en tout cas l'ancêtre, qui était le système où tu avais une base de données avec toutes les signatures, d'antivirus, ça n'existe plus. Enfin Ouais, ça et ça, ça n'ex c'est plus du tout assez efficace, justement. donc bon. What's up are you doing? I've seen Non, your c'est un bot, ne cherche pas. On va demander au j'attends juste qu'un modérateur le vire, mais c'est un bot. c'est vrai, j'aurais dû le voir avec son pseudo. Il y a pas de C'est mal, un il y a bot? pas de mal. Ouais, c'est un bot, ouais. C'est un bot, c'est des trucs affreux encore. Heu, yes, est-ce qu'il y a Dieu. encore d'autres questions sur Emotet? Moi, je trouve que c'était très, très complet. J'ai bien compris que c'était une saloperie ce truc-là et que si tu as pas un SOC compétent, tu es dans la merde. Mais donc bon. Donc ouais, Ouais. on va le filer, la présentation pour avoir l'accès à tous les liens là des sources, je vais le mettre sur mon Twitter, je Ah, on pense, ouais. et si tu veux, on pourra le mettre sur le quand on aura le site internet, on pourra le mettre aussi en, Pareil, joint je si tu veux. les réseaux de neurones, ça marche assez bien, mais ça consomme comme jaja, donc au final, tous les softs ne passent pas dedans. Bah, ouais. Ah, puis c'est surtout que, un réseau de neurones, c'est pareil, il va se baser sur des indices de compromission en grande partie et bah, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir un accès à un data lake parce que comme on dit enfin, comme on voit, Avast, on s'en rappelle tous de, comment c'était, la notification, la base virale VPS était mise à jour. Bah, en Ça sert à fait, rien. ça sert à rien derrière. Il faut avoir une base de données qui est beaucoup plus conséquente que ça. C'est ce qu'on appelle, bah, justement des data lakes où c'est, des organismes de rivers mondiaux qui vont venir, on va dire, heu bah, augmenter justement cette connaissance d'indices de compromission qui vont nous permettre d'être plus ou moins efficaces sur la détection derrière. Génère une version standardisée du programme, donc la signature s'approchera. C'est-à-dire tu veux dire qu'il génère un ça dégage tout, ça permet d'essayer de virer le côté polymorphisme? D'essayer d'avoir comment ça s'appelle? D'arriver à hasher un truc proprement quoi, qu'on ait toujours le même hash pour les mêmes trucs. Il va l'exécuter dans une sandbox aussi, OK. Bah, c'est ça en fait, c'est Ah ouais. que ça serait pouvoir à chaque fois, ouvrir une sandbox vierge, exécuter notre programme dedans, surveiller quelques minutes, voir ce qui se passe en termes de signaux, de ce qui est fait en fond de tâche, et de voir s'il y a quelque chose, d'un petit peu bizarre, heu, avant de donner un retour à ton utilisateur. Mais là, c'est pareil, si à chaque fois que Monique, elle doit, ouvrir, ou quoi un fichier, si à chaque fois tu dois lui dire: «Ouais, tu dois attendre 10 minutes que ça soit process dans la sandbox»,
déjà, elle va pas comprendre ce que tu lui racontes, mais en plus, elle va dire: «Bah, OK, mais ça me fait beaucoup de café à boire, à chaque fois que j'ouvre un mail, quoi». Donc C'est sûr, sachant que les gens en entreprise reçoivent un nombre bah, pour c'est ça, donc recevoir vu le nombre de trucs que je reçois, c'est insane. Je me dis: «Imagine, le nombre» enfin, je pense que des gens, surtout des secrétaires, tu vois, qui doivent recevoir tous les documents, les trucs à remplir et tout, ça doit être un enfer. Donc tu peux pas te permettre de mettre un temps, de mettre en pause les gens et de les bloquer dans leur travail 10 minutes à chaque fois pour de la sécu, quoi. c'est ça. Du calcul workaround, ça me peut-être se lance en CQQ, le workaround, c'est Emotet se lance le lendemain, en fait. Mince, OK. Bah, après, c'est les trucs des fois, ça peut être, des fois ça peut être, le serveur mail, qui va, automatiquement, en fait, quand tu vas envoyer le mail, automatiquement, il passera 10 minutes à être analysé par un antivirus et être lancé dans une VM. L'utilisateur se rendra jamais compte comme quoi la VM a été lancée, mais c'est le serveur de mail, en fait, qui va recevoir le mail qui va vérifier ça, hein et passer Ça un coup peut être d'antivirus. pas Ça mal, peut être hein. cette formule-là. Mais le problème, c'est que ça demande, ça dépend de la boîte, quoi. Si tu une grosse boîte, bon, tu le nombre de sandbox qu'il faut lancer? Déjà, si tu une grande Putain. tu sais, tu le nombre de mails qui transitent et si tu une petite boîte, est-ce que tu as les moyens d'avoir ce genre de système? Bah, déjà quand j'ai cherché mon appartement, quand j'ai vu que l'agent immobilier, il m'a demandé que je lui envoie tous mes données et tous mes documents qui étaient extrêmement confidentiels sur une boîte yahoo.com, voilà, j'ai grincé des dents. J'étais en mode: «Ah d'accord, tu veux vraiment ma carte d'identité, mon passeport, mon limite mes relevés de compte bancaire?» Enfin, c'était en mode, «Tu veux vraiment que je t'envoie tout ça sur Yahoo? Vraiment tout donner aux ricains?» Enfin, c'est tu en mode, je me dis, déjà quand tu vois qu'ils ont pas «d'hygiène» entre guillemets numérique tout court, en termes de cybersécurité et compagnie, je veux même pas regarder, hein. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Donc, si vous cherchez un domaine d'innovation en cybersécurité, n'hésitez pas à aller, Trouver un moyen proposer des services pour les PME, proposez-leur des services, clés en main et faciles. Il un faut qu'ils n'aient moyen rien à faire. de développer un SOC, suffisamment léger pour tourner, on va dire, sur une machine cliente, hein. Si tu as entre guillemets «un antivirus», au lieu de check la signature à chaque exécution de programme, vient en permanence, surveiller en fait l'état des tâches, qui se promènent sur ton système. Tu arrives à avoir un truc comme ça qui est suffisamment efficace, heu, tu as moyen d'avoir un truc, qui vaille le détour, dans le domaine de la sécu. Bon, du coup, sinon, c'est un problème, c'est pas pareil. Bah, ouais, mais bon, ça après c'est les problématiques sécu que tu vas retrouver dans beaucoup d'endroits et c'est aussi pour ça qu'on va être payé, hein. Parce que si tu fais une formation à la cybersécurité, maintenant, c'est former des gens à respecter ces normes-là et voilà, hein. Mais bon, de toute façon, on sait très bien que les attaquants ont forcément, entre guillemets, «une longueur d'avance» sur les défenseurs. Donc, on essaye de faire au mieux pour tout le monde, je pense. Moi, je vous propose qu'on clôture le sujet Emotet. Je pense qu'on a parlé pendant déjà un bon bout de temps. Je pense qu'on a vraiment fait la question du truc. Il y a un peu plus de temps Heu, de la ouais, menace, donc c'est un plaisir. yes. Du coup, est-ce que Sébastien, tu voudrais bien nous parler un petit peu de Microsoft Teams? Alors oui, donc Microsoft qui a mis en place, un outil qui s'appelle, Productivity Score. Donc Et alors en c'est fait plus c'est un utopique. oui, oui. C'est plus Alors bon, utopique. ça a évolué entre-temps, ça a évolué, mais voilà. Alors, le score de productivité. Donc, c'est un outil qui a été déployé pour la première fois en 2019 par Microsoft et en fait qui permet aux managers de monitorer l'activité de leurs employés, mais pas que, aussi des équipes. euh, voilà. Et donc, sous le feu des critiques, Microsoft a dû répondre en fait à la polémique. Donc, comme vous le savez, en cette période qui pousse les entreprises à adopter le télétravail, on en parlait justement, Lucas en parlait justement sur son sujet Emotet, Microsoft a mis en place cet outil pour les entreprises de score de productivité. Et donc, elle permet, comme je le disais, aux managers d'avoir une idée précise de l'activité de leurs équipes et auparavant, du coup, de leurs employés sous la forme de statistiques. En France, bon, il faut savoir que les patrons en moyenne, n'étaient pas trop pour le télétravail parce que bon, je pense qu'ils avaient peur que, la productivité des employés baisse. Mais bon, malheureusement, il y a pas eu le choix donc ça s'est fait quand même. Alors comment fonctionne-t-il? Donc cet outil donc voilà, le score de productivité est calculé sur 800 points avec, 100 points par catégorie et ces catégories incluent donc la communication, les réunions, la collaboration sur le contenu, le travail d'équipe
et encore la mobilité. Et pour établir ce score, l'outil prend en compte des données issues de différents logiciels, donc Office 365, mais aussi d'autres programmes. On a Skype, OneDrive et Teams. Pour répondre à ça, Microsoft donc, pour répondre à la polémique dans un premier temps, en fait, ils évoquaient un simple outil destiné à découvrir des nouvelles méthodes de travail, mais comme tout outil, il peut être utilisé à des fins, pas très morales et limite malveillantes, et voilà, tout dépend de l'état d'esprit de la personne qui le met en place. Et donc en fait, cette réponse de Microsoft n'a pas suffi pour rassurer, les détracteurs. Et donc par exemple pour David, Heinemeier Hansson, désolé si j'écorche son nom de famille, qui est cofondateur de la suite, Basecamp, il nous explique que, le mot dystopique est loin d'être assez fort pour décrire ce qu'il appelle le nouvel enfer sur, lequel Microsoft vient d'ouvrir une porte. Et il rajoute aussi au moment même où la réputation de Microsoft commençait à se reconstruire, ils la font exploser avec un système de surveillance professionnelle, plus le plus invasif qui a jamais été mis en place. Après bon, ça se discute parce que je sais que, ouais, il y a d'autres outils de surveillance qui, existent depuis un certain temps, que certaines, entreprises utilisent. Mais bon, voilà, c'est son avis. Et donc, suite à la polémique, en fait, a pris beaucoup d'ampleur, et donc, Microsoft a dû, corriger le tir, et donc la firme a annoncé, le 1er décembre, il y a 13 jours à peu près, la modification, en fait, de leur outil, pour éviter qu'ils puissent, en fait, servir à suivre, l'engagement, l'activité d'un employé en particulier. Donc comment ils ont fait ça? Tout simplement, bah, ils ont commencé par anonymiser les données, mais ça a pas, totalement plu, et donc ils ont tout simplement, supprimé complètement les statistiques, nominatives, pour un employé en particulier. Donc voilà, après ça laisse pour l'instant, ça laisse présager un pas un comment dire? Du moins je l'espère, un avenir moins sombre pour le télétravail, en tout cas sur les outils de Microsoft. Et la question que je voulais soulever justement, c'est: êtes-vous, pour ou contre ce genre d'outils? Parce que c'est vrai que moi j'avais vu un exemple, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais par exemple dans les entrepôts Amazon, bon c'est pas exactement le même type d'outil, mais je pense que c'est sous forme de software aussi. Ils mesurent en fait la productivité d'un employé dans les entrepôts d'Amazon, et si les objectifs, ne sont pas atteints, au bout de, je sais pas, de 3 avertissements, en fait, tout simplement, ils vont, virer la personne, quoi. Et moi je trouve pas ça forcément très moral. Mais, qu'est-ce que vous en pensez justement, chers viewers et aussi, chers intervenants? Ça pue. Ça pue, ça pue. Non, mais je trouve ça fou parce que ça fait des années, on nous parle, je repense à Orwell et tu en mode, ouais, ce côté, ouais, un jour ça arrivera et tout, on sera surveillé, surveillance de masse grâce aux outils, numériques, et bah, c'est le cas, très clairement, voilà, on savait que On ça y vient. pouvait se faire. Ça a été enfin proposé aux employeurs. Déjà de base, je n'aime pas spécialement, savoir que je fais pied dans ma vie personnelle quand je vais sur internet et que je me balade sur des sites internet. Je suis pas forcément fan de savoir que des, heu, des firmes, sont au courant de quel site je vais visiter, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde et combien de temps je passe sur chaque page. Si en plus maintenant même au boulot tu es suivi, enfin Tes pieds encore dans plus les moindres faits suivi. et gestes, Ouais, mais parce que normalement, enfin, je pars du principe les humains, les humains, on a tous besoin, que ce soit les animaux, les hommes sur terre, on a tous besoin d'avoir un moment, un petit coin où on se sent à l'aise, en fait, où on se sent chez soi, je me dis: «Imagine», enfin, je sais pas, moi, j'ai pas envie que mes gamins, ils vivent avec une caméra dans leur dos, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et ça me voilà, quoi, ça me fait un peu peur, et et pourtant j'espère peut-être que si que tu as un enfant, tu auras un babyphone connecté, vulnérable. ouais, c'est bon, c'est moi qui le coderai tout seul, le babyphone, et c'est moi qui le ferai avec Il de va le reverse, il l'électronique, va en hein. acheter un, sur Je sais pas AliExpress, il va le reverse. Le mec, il va faire ça en analogique, hein, je ne veux pas, hein, c'est moi qui le fais tout Ah seul. bah, au moins, Non, mais en ça analogique, il y rend a pas de fou. souci, quoi. Ouais, oui, bah, des sauf si tu as quelqu'un qui écoute, Ah oui, sauf si tu as oui. quelqu'un qui écoute. Mais bon, Mais enfin oui, voilà, moi effectivement, je suis pas elle est fan déjà de ce dans genre ta d'outils, poche, la quoi. caméra. Le micro aussi. C'est Mmh. vrai, le micro aussi. Ah moi mais ça voilà,
Ça me donne pas Après, envie moi, en je tout cas comprends ce genre qu'ils veulent d'outil-là, mettre en place c'est ce, chiant, quoi. ce genre d'outil. Bah, en fait, je trouve que c'est intéressant, par exemple, s'ils font un score de productivité qui te permet de voir globalement, là, de ce que j'ai compris, c'est la modification qu'ils ont faite. Et l'idée à la base, c'était justement d'avoir un outil qui permet d'avoir un score pour l'entreprise globale et peut-être un peu plus précisément sur des équipes. Mais eux, quand ils l'ont fait, la première version de cet outil, ça allait jusqu'à l'employé, en fait. Du coup, tu pouvais vraiment épier et savoir si ton employé était productif ou pas. Et bon, ça se discute franchement, quoi. C'est Alors, pas moi, terrible. ce qui me pose problème, c'est que même si ton employeur, entre guillemets, ne sait pas individuellement ce que tu fais, Microsoft est au courant de ce que toi tu fais. Tu vois ce que Oui. je veux dire? C'est-à-dire qu'au final, les données, elles sont toujours là, elles sont pseudo-anonymisées, mon cul sur la commode. Enfin voilà, je veux dire les données sont toujours là. Typiquement, eux, Microsoft, savent ce que tu fais mais alors même si c'est pas ton employeur et tout, voilà. Et ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, voilà, Microsoft est en train de se refaire une petite image, c'est un peu les sauveurs de la crise avec Microsoft Teams. Je pense qu'on l'a tous, et toutes quasiment expérimenté d'être sur Microsoft Teams parce que c'est un des outils les plus populaires, en tout cas, dans l'éducation nationale et dans le supérieur en général, ou même en entreprise, hein, c'est extrêmement prisé Microsoft Teams. La suite Office 365, bon, c'est dans un nombre d'entreprises considérable aussi. Donc enfin, je veux dire, voilà, moi, tous les jours au quotidien, dans ma vie personnelle, déjà, j'utilise, ces trucs-là et tout. Je me dis: «Si imagine au boulot, maintenant, ils me suivent en plus», enfin, ça fait quand même beaucoup de trucs, quoi. C'est pas je sais pas, moi, ça me laisse un goût très amer, on va dire, ce genre d'outil-là et je suis vraiment pas fan. Après, si c'est bien utilisé, ça fera pas trop de mal, quoi, mais bon, ça me gêne quand même. Au niveau de la morale et de l'éthique, ça c'est je suis pas Oui, puis fan, voilà. c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont modifié ça, mais rien ne dit justement que d'ici 5 ou 10 ans, ils reviennent pas sur ça et qui proposent pas de nouveau un outil encore plus performant. Limite, qui sait quel onglet t'as ouvert à tel moment. Non, c'est. Avec Edge, hein, tu utilises Edge et bah, il sait quel onglet, qu'est-ce que tu as fait, voilà. Moi, je sais pas, et vous, Lucas, Nicolas, est-ce que vous avez peut-être d'autres avis? Est-ce que vous aussi le chat? Parce que le chat a pas l'air de est-ce que aussi Bah, c'est qu'est-ce que c'est Microsoft, produit d'humanité? Vas-y, Lucas, on répondra à la question après. je suis sensiblement de votre avis. Moi, je sais que d'un point de vue infra, quand je dois mettre des trucs en place, j'irai jamais chez Microsoft parce que je suis habitué avec mes infra Linux, etc., pour avoir des trucs que je maîtrise bien et que je sais qu'ils fonctionnent bien. Après, c'est vrai que du côté de Microsoft, bah, que ce soit perso, là, mon poste, bah, c'est un Microsoft, hein, et que ce soit bah, pour le boulot, ça reste du Microsoft qui tourne dans la plupart du temps. Donc, on reste quoi qu'il arrive un peu sous le joug de ce genre d'activité et de prélèvement de données. Mais on va dire que c'est un petit peu le prix à payer pour utiliser leurs outils, même si on sait qu'il y a beaucoup de trucs à revoir dessus. Non, faut être sérieux, pas de jeu sur le temps de travail. Non, tu ne joues Non, pas à j'ai dit Cyberpunk ça. pendant tes heures de travail. Ouais, c'était plus une réaction par rapport au fait de jouer sur le temps de Mais travail. non, il faut Pour pas pas, se hein. faire épier, tu Non, prends puis une c'est un V contrat de confiance. C'est un donc une contrat de VM, confiance. tu prends un shadow dessus et c'est bon, ils sauront jamais que tu bosses. Ah oui, totalement. Toujours des moyens de contourner, hein. Ah oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que s'il faut que on va dire que c'est un peu comme, tu sais, genre Secure by Design, si par défaut, tu dois te dire: «OK, comment je vais contourner le prélèvement de ci, de ça devient Ah rapidement oui, non, fatigant. oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que oui, on peut toujours s'en protéger, comme quand tu installes Windows, tu vois, tu désactives déjà, quand tu l'installes, tu as déjà, une palanquée de questions auxquelles déjà tu peux limiter l'accès à certains trucs, même si c'est pas suffisant. Mais si à chaque usage que tu as, tu dois, heu, être maniaque au point de te dire: «Putain, je sais qu'ils vont me prendre ça, il faut que je fasse ça pour limiter», enfin, tu t'en sors plus après. Donc oui, il Et faut passer limiter. un Mac. Passer à Mac. Ouais, C'est leur credo. Ils vendent, le côté, security by design et le fait qu'ils font enfin, on est censé pouvoir leur faire confiance pour les données. Secure design, c'est beau dans l'idée, mais c'est loin d'être oui, totalement. C'est on sait bien le vendre, hein. On fait: «Ah, c'est joli, c'est secure by design», mais par contre, est-ce que derrière c'est vraiment appliqué, vraiment propre? Bon ça c'est une autre question. Bah, justement, je travaille justement sur un audit dans ce domaine-là en ce moment. J'ai pas le droit d'en dire plus, mais bon, c'est secure by design, mais par contre, derrière, tu peux rapidement trouver des trucs qui ne sont pas sécu.
peux faire une capsule sur ça si ça intéresse d'ailleurs. Bah, voilà. Ah, très bien. Prochaine intervention, vous avez trouvé, votre contributeur. Ça m'intéresse aussi. Allez, c'est vendu. Je te prête ma place pour la prochaine fois. Oh là là, bah, on va pas se cacher que la prochaine fois, on a déjà quelqu'un, mais on peut négocier, C'est sûr. tout peut se négocier. Vous avez un Sabine comme ça. S'il tombe malade, tu vois? Ah là là. Ah, encore un de l'NCBS, ça pue ça. Après on va dire que je vais être sponsorisé par mon école, mais bon, c'est pas ma faute. On a D'ailleurs, beaucoup j'en trop profite pour d'intervenants qui viennent de remettre le là. lien du Discord pour ceux qui sont pas encore dessus et qui ont envie de venir parler en dehors des émissions. Yes, on Ou fait même notre pour des propagande, demandes justement de faut bien. participation à l'émission, hein. Nous, on est ouvert, même si vous voulez venir parler en vocal, il y a aucun souci. C'est avec grand plaisir. Écoutez, moi je trouve que l'émission est déjà plutôt avancée. Je vous propose qu'on finisse sur le sujet c'est ce sujet de la CIA, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on est là, en live. Je crois que c'est la plus longue des capsules qu'on ait faites. Désolé si certains sont peut-être endormis ou partis entre-temps. On essaye de faire les choses «bien» entre guillemets, mais certains sujets demandent pas mal de temps. Peut-être que la prochaine fois, on essaiera d'en trouver on en prendra peut-être un C'est petit peu moins pour être, un peu plus trop de court, ma je pense. Je vais peut-être dépasser Ouais, mon mais bon, faut voilà, après faut le temps aussi pour expliquer le truc, hein, et puis quand on est passionné, le temps ça se compte plus, hein, tu sais? aussi. Alors du coup, pour clôturer cette, petite, 6e capsule, enfin cette grande 6e capsule, pardon, je voulais vous parler de la, CIA. Alors, pourquoi on reparle d'eux? Il faut revenir, un petit peu plus tôt dans l'année. C'était il y a quelques mois, comme quoi, on a appris comme quoi la CIA, avec une collaboration avec le renseignement ouest allemand, étaient les propriétaires secrets d'une entreprise qui faisait de la cryptographie et qui s'appelle Crypto AG en Suisse. Cette entreprise fournit tout simplement des machines cryptographiques à destination des gouvernements depuis 1970. Donc pour la faire simple, ça fait depuis 1970 que la CIA et le renseignement ouest allemand savent tout ce qui s'échange, enfin tout ce qui s'échange, enfin ce que beaucoup de choses s'échangent, parce que ces machines cryptographiques sont vendues notamment à des États, et donc pendant des années, la CIA, contrôlait cette entreprise et c'est ce qu'ils appelaient le projet Rubicon et bah, ils ont carrément implémenté des portes dérobées tout simplement. Ils se sont fait plaisir. Ils se sont mis des comment ça s'appelle? Ils se sont mis des portes dérobées tout simplement dans leurs outils. On va dire que le côté un peu, suisse, neutre a un peu sauté. Mais ça c'était ce qui était avant. C'est-à-dire que c'était, originellement, il y a une entreprise, voilà, une entreprise, qui s'était fait choper. Sauf que ce qu'on a appris dans l'année, c'est qu'ils se sont amusés à faire des petites enquêtes parlementaires suisses pour savoir est-ce qu'il y a pas d'autres entreprises. Et évidemment, il y a une deuxième entreprise qui s'est fait toper dans le panier, qui s'appelle Omnisec AG, qui n'existe plus malheureusement. Elle a déposé le bilan en 2018, qui était en fait simplement le plus grand concurrent direct de Crypto AG. C'est-à-dire que la Ah, ils CIA, sont bons. Ils je s'immiscent je partout. c'est ça, moi ça me fait doucement rigoler, mais c'est digne d'un film d'espionnage, mais c'est de l'espionnage tout simplement, étatique, mais voilà, donc 2 entreprises étaient maintenues, appartenaient à la CIA. Alors ils ont fait un montage financier de fou furieux pour éviter un peu d'être vus, on va dire, tout simplement. Mais du coup, ça fait des années que la CIA est au courant de pas mal de choses qui passent. Sachant que l'entreprise du coup, voilà, là ça a remis un peu le couvert, je vous parle, c'est voilà, Omnisec AG, ça a remis un peu le couvert, à ce niveau-là et ils se sont rendus compte que, enfin, notamment Omnisec AG, leurs solutions ont été utilisées par la plus grande banque de Suisse, qui s'appelle UBS. Donc c'est-à-dire que pendant des années, cette, très grande banque, bah, laissait fuiter enfin toutes ces informations-là étaient lisibles, enfin une bonne partie des informations étaient lisibles par la CIA et par les États-Unis, en fait. Donc c'est assez c'est assez cocasse comme situation, sachant que voilà, ils sont censés, je suis neutre, enfin la Suisse se proclame très neutre, très la sécurité, la confidentialité. Là, j'ai envie de dire pas du tout Oui, mais et la voilà. question que je me posais, c'est justement de base, si l'entreprise de base a été créée par la CIA, justement, enfin, c'était comment dire, un projet secret. Enfin, justement, enfin, là, la Suisse, il pouvait rien dans cette histoire. Le problème, c'est que, il y a pendant l'enquête parlementaire suisse, les renseignements suisses étaient totalement au courant depuis les Ah, années 80 ou donc, 90, je crois. Donc
On va dire qu'il y a un petit souci, voilà, c'est que c'est que justement, en tout cas, ils étaient au courant. Alors depuis évidemment pas depuis le début. Au début, ils savaient pas du tout que ces entreprises-là étaient sous le joug de la CIA, mais ça fait depuis au moins avant les années 2000, comme quoi ils étaient déjà au courant. Donc c'est une histoire, qui était connue depuis un bout de temps. Sauf que, bon là évidemment il y a eu un petit débat, c'est-à-dire qu'ils ont pas prévenu, le gouvernement suisse. Les renseignements suisses savaient très bien ce qui se passait, mais ne l'ont pas expliqué et voilà, donc ça fait pas mal de discussions, sur ça et enfin moi je trouve ça fou, c'est une histoire «d'espionnage» entre guillemets qui explose en plein vol et c'est au moment de la revente, hein, qu'ils se sont fait choper, pour Crypto AG. Au moment de la revente de l'entreprise, ils se sont fait choper et puis, bah, Omnisec, bah, ils se sont fait stopper pour un deuxième truc parce qu'ils ont commencé à creuser un peu dessus, quoi. Ils ont creusé un peu pour savoir un peu ce qui se passait. Mais ouais, Voilà, moi d'un point de vue souveraineté, pour un pays, c'est vraiment pas terrible. Et puis même pour les relations internationales, bon, j'imagine que ça peut que refroidir. Que ce soit Le les pays relations qui. internationales ou même les clients, on va dire, enfin, les personnes qui utilisaient leurs services parce que, en particulier, la Suisse, se vantait, on va dire, d'être totalement, détachée des lois et des lois européennes et que du coup, leur confidentialité, elle était accrue comparée aux Mm. concurrents. Bah, là, cette image, de source sûre, on va dire, où, bah, quand tu savais pas vers qui te tourner, tu allais chez eux parce que tu savais que c'est là où tu aurais, tu aurais une confidentialité garantie, a bah, cru. là, leur Ouais. image, elle vient de Ah tomber bah oui, sacrément et entaché, quoi. d'exploser comme il faut, quoi. Ouais, Qu'en est-il de Proton c'est Mail? triste. Qu'en Ah! est-il de ProtonMail? Tout à Je me fait. suis je me suis dit la même chose. En Ouais, vrai, bah j'ai là, regardé, je me suis dit, «C'est chaud quand même». là, tu vois crypto et Suisse, tu fais: «Ouh là!» Ouh là, ça pue, pas Ouais, bon ménage. tu te doutes que dans le marché, ça va foutre le bordel, hein. Après, ProtonMail derrière, bah, contrairement à Crypto AG et OmniSec AG, ils rendent public, ce qu'ils font. Dans leur communication, ils disent Ouais, énormément ce qu'ils font ils sont plus et transparents. surtout, ils ont une bonne partie de leurs produits sont open source. Ouais, je crois qu'une partie de leur alors je sais pas si tout leur back-end est open source. Je sais qu'il y a au moins leurs clients sont open source. L'interface est open source. Ils propulsent des librairies qui sont open source, notamment une librairie en JS qui permet de faire du OpenPGP. Enfin, voilà, ils sont en tout cas, si eux se faisaient choper avoir une backdoor, bon, ça tuerait l'entreprise. Mais vu tous les efforts qu'ils font pour, montrer «patte blanche» entre guillemets, moi je leur accorde encore un peu de confiance, quoi. Mais bon, même s'il y a beaucoup de monde qui utilise, enfin ProtonMail et tout, quand tu compares ProtonMail qui est ultra ouvert à côté d'une entreprise qui est, bah, voilà, Crypto AG ou Omnisec AG qui étaient un peu des espèces de boîtes noires, hein, d'une certaine façon, c'est des boîtes noires sur pattes, ben, Ouais. moi je leur attribuerais plus ma confiance. Après, il suffit que ce soit le seul composant qu'ils aient pas rendu open source sur lequel ils ont foutu une backdoor, hein, ça c'est ça on voilà, hein, tout est Pas possible, le mais savoir. bon. Oui, tout est possible. Non, moi aussi, en vrai, je fais confiance pour l'instant à Proton Mail, mais bon. Peut-être à l'avenir, Vrai hein. depuis un bon moment, cette neutralité ouvre un compte bancaire, c'est une clause qui autorise les Américains. Ouais, bah, enfin voilà, mais bon, c'est dommage parce qu'on va dire que enfin, la Suisse, c'est reste quand même un petit pays et c'est ce qui leur permettait aussi d'avoir un poids dans l'économie mondiale et sur le côté, voilà, pour avoir enfin, ce qui faisait aussi leur place dans le monde, c'était notamment cette neutralité et voilà. Et là, ils sont pris du plomb dans l'aile, quoi. Ils sont pris du plomb dans l'aile. Carrément. Bon, après, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément dire que tous les services de Suisse sont vérolés? Je Non, pense mais pas, non, c'est non, mais il faut quand même enfin, remettre un peu, en question, la globalité, des services, qui, les garanties en tout cas, qui sont liées aux services qu'ils fournissent, ouais. Parce que, voilà, c'est vrai que ce soit la Suisse ou n'importe quel autre, gouvernement ou entité, quand, l'image, on va dire, prend un coup comme ça, bah, naturellement, tu prends du recul et tu te dis: «Bon, jusque-là, ils m'ont fait miroiter, mondes et merveilles et d'un coup, voilà, on me rapporte que ce n'est pas vrai», bah, tu tu te remets toi-même en question, tu te dis: «Bon, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que, tout la globalité des services serait pas impactée de la même manière?» Maintenant que ce soit vrai ou pas, ça reste, pertinent de le remettre en question et de prendre du recul. Après, est-ce que c'est le cas? Bah, ça, on ne pourra pas le savoir tout de suite, à moins que, comme tu le dises, ProtonMail, eux, qui sont très transparents là-dessus, vont peut-être pouvoir, communiquer, d'une manière ou d'une autre sur le sujet pour, montrer patte blanche et continuer à garder, la confiance des clients, quoi.
Après, c'est des à partir du moment enfin, tu sais, c'est ce que nous avait dit le prof, je sais pas si tu dois t'en souvenir, j'imagine Lucas, Éric Fiol, on a eu Éric Fiol comme prof, si vous cherchez son nom sur internet, vous comprendrez très vite qui c'est et voilà, moi j'étais venu le voir à la fin du cours et je lui ai dit: «Mais monsieur, vu tout ce que vous racontez là, on fait comment pour savoir si on est en sécurité?» Il fait: «Tu n'es jamais en sécurité». Il m'a dit: «De tu pars du principe que vous qu'un jeu que c'est pas enfin voilà, que tu ne sais pas, que tu n'auras aucune certitude comme quoi ton truc est complètement chiffré, sécurisé et tout et voilà quoi. Tu peux pas avoir des c'est extrêmement compliqué et au bout d'un moment, c'est toi qui dois donner une certaine confiance et bah, c'est à toi de mesurer, d'avoir tes indicateurs et de dire: «Est-ce que j'accepte ou pas?» Voilà, moi je sais que je fais confiance à ProtonMail parce que je pense qu'ils ont assez montré patte blanche. Après voilà, avec ce qui s'est passé, ces scandales-là, il y a certaines personnes qui vont peut-être revoir, leur position en disant: «Bah écoutez, moi j'ai pas envie d'utiliser, ma boîte mail que j'avais mis chez ProtonMail, je préfère la mettre chez OVH ou je ne sais pas quel acteur français», mais enfin voilà quoi. C'est c'est des ça après c'est chacun doit prendre ses La solution, c'est décisions. Oui, oui. l'auto-hébergement, les amis. Aïe, aïe, InfraDocker, aïe, non! hébergez votre solution chez vous. Oh! Ah, C'est si tout le monde parti. hébergeait ses services, hein. Semaine prochaine, sur mon site, comment mettre en place un serveur mail sur Docker. Non, je rigole. J'ai autre chose à faire. Après déjà tu remets à jour tes anciens articles, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà, j'essaye de tenir à jour certains articles. Bon, c'est déjà beaucoup de boulot. C'est Trop, clair, trop, ça une to- ça prend moi, du temps. c'est pareil que chez 50 Anno, j'ai une to-do list qui ne fait que grandir et qui me demande beaucoup trop de temps. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, C'est pas bah, c'est pour possible. ça qu'il y a des chances que mes prochains articles que j'écris enfin j'écris pas très souvent, mais quand j'écris sur mon blog. Je pense qu'ils vont finir chez Cinquantaine ou les prochains. Parce que parce que c'est trop long à écrire tout seul. Bon, moi je vous propose qu'on clôture cette dernière capsule de 2020, ce qui commence à être, 22h45 presque. Donc je pense que c'est vraiment l'heure de clôturer, cette capsule. Merci pour les derniers viewers là, il en restait une petite dizaine à la fin. Il y a des courageux. Il y a des courageux. On sait que J'en c'était ai. long et on essaiera, je pense, de faire un truc un peu plus court, qu'on prenne moins de sujets chacun, pour laisser plus de temps pour s'exprimer sur des sujets, parce qu'on a beaucoup de sujets sympas et tout et voilà. Normalement, si je dis pas de bêtises, en janvier prochain, on devrait arriver à avoir, 2 capsules qui devraient sortir. Voilà, janvier, février, on devrait, janvier 2 et puis février peut-être 2 aussi. Si vraiment on est chaud, on arrivera à en sortir 2 de ces 2 mois-ci. Question. Mmh? Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. À quand une capsule marathon 24 heures? Ah ouais, non mais Alors, ah heu, non, mais des alors, ça va là, être il va falloir des compliqué. litres de café déjà. Heu, on en reparlera l'été prochain. Quand ce Ce sera la dernière. Pour Ce fêter sera ton la diplôme? Comme ça, je c'est t'engage ça. dans un truc et tu pourras pas faire autrement. Ah putain. Allez, On verra, on trouvera un OK, moyen. c'est signé, On c'est trouvera un acté, moyen. c'est validé. OK, je le tweet. Alors le succès, le Red Bull. On verra, on réfléchira, mais faut déjà moi j'aimerais bien qu'on puisse faire streamer plus souvent, mais c'est compliqué, on a pas mal de contraintes aussi et voilà. Après on dira peut-être pas trop, mais on a pas mal de formats qui sont en préparation et qui nous prendra aussi pas mal de temps. Mais on verra qu'est-ce qu'on pourra vous proposer, à l'avenir, mais voilà quoi. Du coup, sur ce, moi je vous propose qu'on ferme cette dernière capsule de 2020. À Je vous 48 heures remercie. thérapeutique. Insupportable, j'arriverai pas. Je vous propose du coup qu'on ferme cette sixième capsule qui n'est d'autre que la dernière de 2020. Je vais remercier toute l'équipe. Merci d'avoir été là ce soir, d'avoir répondu présent à l'appel des héros, l'appel de l'appel de nos contributeurs aussi. On est content de pouvoir recevoir un contributeur, à chaque fois, ça fait super plaisir. Merci à vous public de nous avoir regardés et puis, bah, passez d'excellentes fêtes et puis on se recapte très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et à nous rejoindre sur le Discord, à nous suivre sur Twitter aussi et à regarder notre site internet, quand on l'aura sorti. Voilà. Du coup, moi je vous souhaite une excellente soirée, passez de super fêtes et on se retrouve en 2021. Salut! Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.